Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Par ici l'économie sur la CRTV. Aujourd'hui, nous sommes dans la CEMAC, dans la zone CEMAC, au lendemain de cette réunion organisée par la commission de la CEMAC à Douala sur la promotion du secteur privé et qui a mis face à face la, la commission, le marché commun et les administrations fiscales et douanières de la CEMAC avec le secteur privé dans une perspective d'articulation des meilleures politiques d'intégration dans notre sous-région. Alors le secteur privé, comme on le dit toujours, et vous le savez également, c'est le moteur de croissance, c'est le créateur de richesses et d'emplois. Il a peut-être des contraintes. Quels sont les enjeux de la réunion qui s'est tenue à Douala et quelles sont les implications que la commission de la CEMAC veut mettre en œuvre pour faciliter la régulation du commerce et, in fine, faciliter l'intégration dans la sous-région. C'est un gros combat qui est mené par les institutions publiques et les administrations sous-régionales, le cas de la CEMAC. Nous avons avec nous quelques invités qui ont pris part à ces travaux de Douala, notamment le commissaire en charge du marché commun de la commission de la CEMAC, Ngabo Sili Mbogo. Bonsoir. Merci M. Kingé, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Par ici l'économie. C'est un plaisir. Avec nous également Paul-Olivier Liby qui nous vient de la Direction générale des douanes du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Olivier. C'est votre deuxième passage sur Par ici l'économie, si je m'en souviens. Exact. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le bienvenu. Et je vous en prie, tout le plaisir est mien. Et puis Jacques-Brice Liby Zangono qui nous vient de la Direction générale des impôts du Gabon. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Olivier. Vous êtes en charge de la réglementation et de la fiscalité. Il s'agit bien de cela. Apporter peut-être une précision. Je suis le directeur adjoint de la législation et du contentieux au sein de la Direction générale des impôts du Gabon. Merci. Alors, votre séjour à Douala s'est certainement bien passé, mais vous arrivez au Cameroun alors qu'il y a une actualité brûlante locale d'abord, mais avec une réflexion sur la sous-région, puisqu'on parle des questions de réglementation concernant les caisses de dépôt et de consignation. Vous avez une caisse de dépôt et de consignation au Gabon. Dites-nous un peu quel est votre regard sur le fonctionnement de cette institution. Merci. Oui, au Gabon, on a une caisse de dépôt et de consignation qui joue un rôle assez important dans la mise en œuvre de certaines politiques inspirées par le gouvernement, notamment au niveau donc de la promotion immobilière. Depuis un moment donné, elle s'est investie dans la construction et la mise à disposition donc des villas pour faciliter ou encore accompagner l'État dans sa politique d'accès au logement. Et jusque-là, ça se passe bien. Il n'y a pas de questions de réglementation qui auraient été foulées aux pieds ou alors qui ont dévancé un peu l'autorité de régulation. Je pense que la CDC se conforme au règlement en vigueur en la matière. Et je crois bien qu'à ce jour, il m'est pas venu qu'il y ait eu une quelconque difficulté entre le fonctionnement de la CDC et l'environnement juridique qui encadre son activité. Là, je vais poser la question à Paul-Olivier Liby. Vous êtes Camerounais, vous voyez un peu cette querelle entre guillemets entre le régulateur en la matière, la COBAC et puis la CEDEC. Quelle est votre appréciation de l'évolution de l'affaire? Merci Olivier. Disons que vous avez posé une question assez pointue, mais de mon avis personnel, le souci qui peut être celui de la Caisse de dépôt et consignation aujourd'hui par rapport à l'autorité de régulation est celui d'un nouveau-né. Vous savez que la Caisse de dépôt et consignation, je pense qu'elle a été effectivement mise en place il y a moins de 2 ans. Et donc, comme tous les nouveaux-nés, il y a les balbutiements de départ. Acte de naissance 2008, mais mise en opération très récente. Très récente, voilà, tout à fait. Donc, c'est des questions d'implémentation. Je pense que c'est des questions d'implémentation. Il n'y a
peut-être pas conflit en tant que tel, mais il y a question d'intégration dans un système qui existe déjà depuis très longtemps. Et il est question aujourd'hui que la Caisse de dépôt et consignation se fasse une place dans cet environnement-là. Et je ne doute pas un seul instant qu'avec l'évolution des choses, ça va se régler aussi, ça va aussi se régler très rapidement. Mais pour l'instant, on peut avoir l'impression qu'il y a effectivement ces balbutiements qui découlent de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la naissance récente ou alors la mise en place récente d'une institution qui devra s'inscrire dans l'environnement financier de la CEMAC. On espère que la commission mise en place il n'y a pas longtemps, COBAC, BEAC, SEDEC et autres, pour arranger l'affaire, va arriver à calmer un peu les esprits. Je voudrais poser la question au commissaire en charge du marché commun en zone CEMAC. Il y a aussi des questions de réglementation qui doivent vous amener à fonctionner. Est-ce que cette question est assez prégnante dans le secteur qui vous concerne? Merci pour cette question. Je tiens d'abord à dire que par rapport aux activités qui sont les miennes au niveau du marché commun de la CEMAC, cette question ne relève pas directement donc, de mon domaine de compétence. Tout comme d'ailleurs, de manière un peu plus large, je tiens aussi à dire que c'est une question pour laquelle les deux acteurs que vous avez évoqués vous-même tout de suite, notamment la Banque des États de l'Afrique centrale et la Commission bancaire de l'Afrique centrale, sont tout à fait donc compétentes pour pouvoir essayer de trouver une solution avec la SEDEC. Je tiens aussi à rajouter que, comme vous le savez, au niveau donc de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, il y a deux unions. L'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC, et l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Chacune de ces unions a des organes et des institutions spécifiques. Cette question relève en particulier de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, dont la BEAC et la COBAC sont des acteurs majeurs. Donc je pense qu'après la concertation qui a été initiée, selon ce que nous venons d'entendre de votre part, je suis convaincu que si jamais un arbitrage devait être nécessaire, à ce moment-là, ça remonterait au comité ministériel donc, de l'UMAC. Juste pour votre information, la commission de la CEMAC donc, œuvre beaucoup plus donc, dans le cadre de l'Union économique de l'Afrique centrale. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette distinction. Cela dit, pour revenir au débat, je pense qu'en soi, c'est une bonne chose qu'il y ait ce débat maintenant. Parce que la Caisse de dépôt et de consignation, nous connaissons tous l'importance donc, de cet outil, notamment dans les États, pour pouvoir justement capitaliser sur un peu tout ce qui est valeur ou bien déshérence, pour pouvoir donc les utiliser de manière plus conséquente. Dans notre sous-région, je ne pense pas que tous les pays aujourd'hui disposent donc d'institutions comme celle-là, comme c'est déjà le cas au Gabon. Mais il est utile qu'à travers cette difficulté, je n'ose même pas parler de problème, que des solutions soient globalement trouvées pour que par la suite, si la même question se pose dans mon pays, le Tchad, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale ou en RCA, que déjà cette expérience-là aura permis donc de lever éventuellement des zones d'ombre. Alors, question d'ordre général. Les activités économiques vont-elles plus vite que la réglementation dans notre contexte? Est-ce que les autorités de régulation attendent un peu qu'une activité arrive pour dire attention, elle n'est pas encadrée par une réglementation qui existe? Ça, c'est le cas à la SEDEC aujourd'hui. Je ne dirais pas, je ne partagerai pas exactement cet avis. Je dirais simplement qu'il y a peut-être débat. Le commissaire parlait tout à l'heure de débat. Il y a peut-être débat, il y a peut-être une question d'interprétation des textes existants. Il y a une réglementation nationale sur laquelle se fondent les autorités du Cameroun. Et il y a une réglementation nationale. C'est dans ce sens que je disais tout à l'heure que c'est un sujet de bébé qui est en train de grandir. Laissons le bébé grandir et le commissaire disait que lorsque le bébé sera grand... Et l'autorité de régulation viendra voir après. Non, il ne viendra pas voir après. Je suis sûr que c'est un problème d'arbitrage. Je ne suis vraiment pas dans le fond du dossier, mais je suis persuadé que c'est un problème d'arbitrage. C'est un problème de mise en cohérence des réglementations, de la réglementation communautaire avec les réglementations nationales. Et une fois cela fait, le commissaire l'a indiqué, cela pourra servir d'exemple pour les autres pays, les autres États. C'est pas une mauvaise chose
que ce débat soit vraiment tenu aujourd'hui, qu'on lève tous les équivoques qui pourraient exister dans la mise en place d'une telle institution. Et retenons quand même que c'est une institution assez importante. C'est une institution qui est assez importante, qui va bousculer les habitudes et peut-être même certaines pratiques au niveau de l'activité bancaire de la sous-région. Donc il faudrait vraiment qu'on s'accorde sur son fonctionnement. Et donc on parlerait des effets positifs d'une crise. Merci en tout cas pour votre point de vue commun sur cette question d'actualité par ici l'économie. Après cette petite respiration, nous entrons dans le vif du sujet, le secteur privé, la promotion du secteur privé en zone CEMAC. La question est prise en charge par la commission de la CEMAC. On se retrouve tout juste après. Et pour lancer donc l'échange sur la promotion du secteur privé en zone CEMAC, nous allons d'abord recueillir ici la position du président du GECAM, le groupement des entreprises du Cameroun, Célestin Tawamba, qui a pris part aux travaux de Douala et qui parle ici des différentes contraintes qui se posent à l'exercice des affaires dans la sous-région. On va l'écouter et puis nous allons prendre la réaction de chacun de vous. Le président Célestin Tawamba. La zone CEMAC est la dernière zone d'intégration dans le monde. En termes d'intégration de commerce, on a à peine à 3%. Donc les problèmes d'intégration sont connus, problèmes d'infrastructure. Malgré les petites avancées qu'il y a dans les constructions de quelques routes qui relient des pays voisins, les problèmes demeurent, des problèmes structurels. Problèmes de communication qui sont toujours extrêmement importants, problèmes de coordination des politiques fiscales et douanières, parce qu'il est extrêmement difficile dans nos zones de comprendre quel est le système fiscal qui régit la zone CEMAC. Une zone a besoin d'une visibilité sur le plan fiscal, douanier, mais il se trouve que ne serait-ce que les APE sont venus mettre à mal le tarif extérieur commun. Les politiques d'investissement communes en termes de politique ne sont pas tout à fait claires. Il y a véritablement un flou, je dirais comme cela. C'est vrai qu'on nous dira, puisqu'on va parler beaucoup plus de la question fiscale aujourd'hui, on perçoit en général la zone CEMAC, on nous dit que le taux de pression fiscale est faible. C'est donc dit que la zone CEMAC serait un paradis fiscal. Mais la zone CEMAC est loin d'être un paradis fiscal parce que le paradis fiscal veut dire que les taux sont faibles. Or, la zone CEMAC est je dirais plutôt un enfer fiscal. Tout simplement parce que les entreprises, d'abord le taux de pression fiscale est uniquement appliqué sur les très peu d'entreprises, dont le taux réel que les entreprises supportent, pour certains, vont jusqu'à 50, 80, 100%. Et avec les systèmes fiscaux qui aujourd'hui sont en train de se généraliser au niveau de l'Afrique centrale, à savoir le minimum de perception sur les chiffres d'affaires, c'est juste une anomalie intellectuelle qu'il faudrait changer. Il faudrait sortir de là pour revenir à un système de fiscalisation normal du bénéfice et pas du chiffre d'affaires. Et puis, on assiste dans nos zones à un envahissement, à un remplacement, je dirais, des activités, les nationaux, par d'autres communautés qui ont grand problème avec la fiscalité. En fait, c'est des communautés qui n'aiment pas beaucoup payer, je ne peux pas les citer. Donc, c'est des problèmes. Et puis, enfin, il n'y a pas que le problème fiscal, le problème d'intégration qui continue d'être extrêmement grave. Il est extrêmement difficile de partir d'un pays à l'autre parce qu'il n'y a pas de compagnie aérienne, il n'y a pas de moyen de déplacement. Le passeport CEMAC est juste une photographie parce que vous allez dans les pays voisins, malgré que vous n'avez pas besoin de visa, on vous complique toujours l'entrée. Donc, en gros, on parle beaucoup et on agit très peu. Il est temps de l'action. Voilà,
Le président Célestin Tawamba, président du groupement des entreprises du Cameroun, en même temps président de l'Union des partenaires d'Afrique centrale, Célestin Tawamba qui s'exprimait donc sur Par ici l'économie au terme des travaux de Douala sur la promotion du secteur privé en Afrique centrale. Les questions de fiscalité reviennent toujours, les questions de communication, les questions de passeport également, qu'il dit d'ailleurs être une façade qui entrave l'éclosion d'un secteur privé fort tel qu'on le veut. Monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous en dites? Bien, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention du président de l'UNIPAS et je tiens à relever qu'il est réellement dans son rôle. Ce d'autant plus d'ailleurs que M. Tawamba a été particulièrement convié autant à la réunion qui vient de s'achever qu'à la toute première réunion que nous avions tenue ici même à Douala en juillet 2023, parce que même au niveau de la commission de la CEMAC, je pense que même au niveau des États, il est une réalité qu'aujourd'hui, notre intégration régionale, je n'ose pas dire qu'elle est en panne, mais qu'elle devrait pouvoir être meilleure, parce qu'il subsiste encore, malgré toute la réglementation qui a été prise, malgré toutes les instructions des chefs d'État qui sont données, malgré toute l'implémentation du dispositif réglementaire et juridique que la commission de la CEMAC s'efforce de réaliser, on constate malheureusement que certains obstacles persistent. Et il est donc tout à fait normal que les patronats de l'Afrique centrale, tout comme d'ailleurs la commission de la CEMAC, c'est ce qui justifie pleinement d'ailleurs la tenue de cet échange avec le secteur privé et les administrations fiscales et douanières pour pouvoir donc identifier de manière très précise les points d'attention qui méritent d'être corrigés. Vous parliez tout à l'heure dans votre introduction donc de mettre face à face. Non, je pense qu'il s'agissait plutôt donc de réunir pour une concertation les différentes parties prenantes. Et nous nous réjouissons d'ailleurs donc de cela, que cela ait pu être possible, parce que c'est une préoccupation qui a été très fréquemment exprimée par le secteur privé de l'Afrique centrale. Et donc, ce n'est pas aussi une nouveauté pour nous donc, de pouvoir suivre ces préoccupations qui ont été faites par le président Tawamba. Mais est-ce que la récurrence ne vous ennuie pas? C'est des choses dont il parle tous les jours, les patrons. La récurrence traduit-elle la faiblesse des institutions dont vous avez la charge? Il faut dire, vous avez utilisé le mot communication, que ce problème peut être perçu à deux niveaux. Le premier parce que, d'une part, et c'est peut-être une lacune qui mérite d'être corrigée au niveau de la commission de la CEMAC, on n'a pas suffisamment communiqué et vulgarisé ou sensibilisé les différents États, les différentes parties prenantes sur la réglementation existante. C'est déjà une lacune qui fait que même si le dispositif juridique existe, parfois les différents acteurs qui en sont concernés ne le savent pas. Première des choses. Deuxièmement, je pense aussi que pour ce qui concerne le secteur privé, et c'est aussi une lacune que nous devons reconnaître très humblement, il n'a pas été souvent associé, le secteur privé, aux différents comités qui sont mis en place avec les États. Parce que je rappelle que quand une directive est prise, quand un règlement communautaire est pris, les principaux acteurs concernés, c'est toujours la commission de la CEMAC et les représentants des différentes administrations sectorielles. Ça peut être la douane, ça peut être les impôts, ça peut être le transport, ça peut être d'autres acteurs sectoriels. Mais, et je finis là-dessus, si vous me le permettez, il aurait peut-être été utile aussi de trouver un format qui permette que les préoccupations du secteur privé, même s'ils ne sont pas des acteurs qui sont clairement identifiés dans l'élaboration de ces directives et de ce règlement, qu'il y ait en amont, ou même au moment où ces questions se discutent là, des représentants agréés du secteur privé qui pourraient aussi venir donner leur lecture. Donc voilà le
comment se déclinent à ces deux niveaux-là les questions de communication déjà? D'accord. Alors, on regrette l'absence sur notre plateau d'un acteur du secteur privé. L'acteur contacté a fait défection à la dernière minute de cet enregistrement. Mais on va essayer de tenir un peu les préoccupations de ce secteur privé. Alors, la douane et les impôts sont toujours agressés par les opérateurs du secteur privé. Vous avez l'obligation de renflouer les caisses de l'État. Vous devez chercher de l'argent là où il se trouve. Mais en face de vous, vous avez un secteur privé qui dit ne pas être compris parfois, être parfois agressé par vos préoccupations de mobilisation des recettes. Alors, dites-nous un peu quels sont vos échanges avec les opérateurs économiques sur ces questions-là. On va commencer par la douane. Merci Olivier. Évidemment, la douane est à la porte. Bien sûr. Oui, revenons sur votre première question pour adresser, que nous devions adresser ici, c'est-à-dire l'intervention du président Tawamba que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et qui était d'ailleurs au centre des travaux que nous venons de tenir. Et il faut aussi indiquer que dans son intervention, le président Tawamba a bien précisé que sa fiche datait de 2021. Et donc il y a des écueils qui ont été relevés. 2021 et nous sommes en 2024. Voilà. On a l'impression que rien n'a changé. Voilà, justement. Et au cours des travaux, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, justement. Ce qui a reconnu par ailleurs le patronat lui-même. Et voilà. Je tiens à le relever aussi. Très bien. Voilà. Bon, j'espère que vous allez revenir dessus. Je vais vous donner quelques exemples. Dans son rapport, le président Tawamba faisait état d'environ 130, s'agissant de corridors de transit, par exemple, entre le Cameroun et le Tchad. On faisait état d'environ 130, je crois même un peu plus, postes de contrôle entre Douala et Kousséra. En tout cas, c'est au moins 130. Au moins 130. Alors, dans les interventions du patronat qui ont suivi, eux-mêmes, ils ont fait état des évolutions et que nous en serions aujourd'hui à une trentaine, à 30 à peu près. Donc, vous voyez qu'il y a une grande évolution entre 2021 et 2024. Et il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre comme ça. Je prendrai le cas de la libre pratique des marchandises dédouanées. Je prendrai ce cas, je finirai par les marchandises des produits du cru qui sont dédouanés dans un premier pays d'importation qui est le Gabon, le Tchad, le Congo et qui doivent venir au Cameroun. Depuis 2005, au Cameroun, nous appliquons ce qu'on appelle la libre pratique, c'est-à-dire on évite la double imposition, la double taxation au tech. Ça, c'est une question qui avait été posée en 2021. Je pense qu'on était à Malabo en janvier dernier où le Cameroun a levé cet équivoque pour dire que ça ne s'appliquait plus au Cameroun. Donc vous voyez, si vous tenez à horizon 2021, vous pouvez avoir l'impression que le tableau est véritablement noir. Mais si vous avez assisté aux travaux que nous venons d'avoir, de tenir, vous verrez que beaucoup de choses sont en train d'être faites. Et je pense qu'à l'occasion, il a aussi été relevé, et je parle sous le contrôle du commissaire, qu'un échange a été tenu s'agissant des transporteurs, notamment routiers du Tchad et du Cameroun. Un échange a été tenu le mois dernier à N'Djamena avec le directeur général des douanes du Cameroun et les autorités tchadiennes, où des obstacles ont également, des engagements ont été pris pour la levée de pas mal d'un certain nombre d'obstacles. Donc, on ne peut pas dire que ça n'évolue pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième et la dernière chose, c'est, je dirais, le diagnostic qui a été fait. Le président Tawamba, dans son intervention, a indiqué qu'environ 80, peut-être que mon chiffre n'est pas bon, environ 90% des entreprises créées meurent au terme de 2, 3, 4, 5 ans. Alors, en même temps, on dit que la fiscalité, qu'elle soit de porte ou intérieure, étouffe les entreprises, empêche les entreprises de clore. Or, lorsqu'on se situe sur le Cameroun, que je maîtrise mieux, on voit que pendant les 5 premières années que nous appelons la phase d'installation, les entreprises ne sont pas soumises à l'imposition. Et pourquoi meurent-elles au bout de 3 ans, 2 ans, 3 ans, alors vous allez répondre tout à l'heure. Il n'y a pas de fiscalité à ce niveau. Donc, vous gardez la réponse et merci, on fait parler la fiscalité interne. Jacques Brice Libis en Gonon. Alors vous répondez quoi à ce secteur privé qui se sent parfois oppressé par l'administration chargée de la mobilisation des recettes? Merci, M. Olivier. Déjà, j'aimerais d'entrée de jeu comme ça là féliciter la commission de la CEMAC qui fait beaucoup d'efforts
pour que l'on arrive à une véritable libre circulation des personnes et des biens, à une application de la fiscalité identique dans les États membres de la CEMAC. Et pour avoir pris part à beaucoup de travaux organisés par la Commission, notamment à travers sa direction pour l'harmonisation fiscale, on arrive à travers donc l'élaboration et l'adoption des directives à donner un même climat, un même environnement juridique dans les 6 pays membres de la CEMAC. Donc il y a déjà cet effort-là à féliciter. Une autre des choses à relever et qui est positive, que nous saluons également à l'occasion des travaux qui ont eu lieu, c'est la prise d'une part, mais très effective, de la société civile, des opérateurs économiques et de tout le secteur privé qui a eu au cours de ces travaux l'occasion de s'exprimer et de nous faire des suggestions. Des suggestions qui, nous le souhaitons, seront prises en compte par la Commission à travers les prochaines organisations. Et je prends à témoin ici donc le commissaire qui a fait la promesse au secteur public, au secteur privé, désormais d'être partie prenante aux différents travaux, afin que la voix des uns et des autres soit entendue. Donc il y a déjà cet effort d'associer les acteurs du secteur privé à l'élaboration des textes juridiques. L'environnement qui est mis en place est un environnement, comme l'indiquait le collègue de la douane, est un environnement qui, en principe, ne devrait pas être une des causes de mort de l'activité privée. Et tout à l'heure, quand on va aborder la question, j'apporterai des éléments d'éclaircissement qui montrent à suffisance que le poids de la fiscalité ne peut pas justifier le non-essor de l'entrepreneuriat dans d'autres zones. Alors, oui, monsieur le commissaire, je voudrais faire intervenir encore les 2 responsables en charge des questions de fiscalité dans la sous-région. Si vous me permettez, peut-être, avant que vous n'abordiez ces questions qui sont probablement beaucoup plus techniques, revenir sur le terme défection du secteur privé sur ce plateau. Mais ça se voit. En fait, je voudrais relativiser. Relativiser dans le sens où, peut-être que tout simplement, nos amis, les représentants des patronats et des chambres de commerce, à travers les échanges que nous avons eus, ont constaté que finalement, il n'y a plus de problèmes particuliers qui nécessitent qu'il faille encore revenir sur un plateau de télévision. Cette émission n'aurait pas lieu d'être alors. Nous sermonner. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je vais peut-être vous surprendre. Lorsque nous préparions cette réunion et au regard donc des conclusions de la première à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, en juillet 2023, nous nous attendions très honnêtement à ce que ce soit une réunion tendue. Parce que nous avions d'une part un secteur privé qui avait affûté ses armes pour pouvoir enfin en découdre, permettez-moi l'expression, avec les administrations fiscales et douanières, dont ils se plaignent d'ailleurs de ne pas avoir suffisamment donc, de concertation ou de relations. Mais nous avons constaté, première des choses, que les préoccupations, même si elles sont anciennes, de 2021 n'étaient finalement plus à l'ordre du jour. Le secteur privé est venu globalement, on va dire, avec, pour ce qui concerne les patronats et les chambres de commerce, 3 préoccupations. Les autres acteurs également ont identifié les leurs. Ça, c'est la première des choses. Oui. Donc, la réunion s'est déroulée vraiment dans un esprit de, on va dire, sérénité, productif, dans un très climat de travail qui nous a facilité, je dirais, beaucoup la tâche. Je pense d'ailleurs, pour l'atelier notamment que j'ai eu à diriger, qui se rapportait aux questions fiscales et douanières et sur l'examen des propositions de l'UNIPAS, donc l'Union des patronats, au fond, il y a peut-être même eu moins de débats que dans les autres ateliers. Alors, mais ça me semble un peu grave. Un secteur privé apaisé en face des administrations fiscalo-douanières, mais on a peur que la mobilisation des recettes en prenne un coup, non? Non, je ne pense pas. Dans la mesure où... il est apaisé parce qu'il y a des facilités. Non, il y a une nouvelle approche approche de concertation qui fait que les acteurs économiques sont les partenaires. Il
Il faut les traiter ainsi. Ils ne sont pas des opposants. Non. On est dans un partenariat où il y a un dialogue permanent qui est entretenu entre les administrations fiscales, douanières et les opérateurs économiques. L'objectif, c'est que nous sommes dans un mariage où nous sommes obligés de nous entendre, de nous accorder. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Voilà. Un des intervenants du patronat du Tchad nous a cité le Premier ministre ivoirien, lors d'une réunion qui s'est récemment tenue à Abidjan, qui disait que le premier actionnaire d'une entreprise, ce sont les impôts, parce qu'ils détiennent 35%. Oui. Donc vous voyez bien que les administrations fiscales ont tout à fait intérêt à ce que les entreprises se portent bien. Lorsqu'on passe de 131 contrôles entre Douala et N'Djamena ou Douala Bangui à une trentaine de contrôles, cela suppose quoi? Je parle à la douane. Ça suppose que, voilà, on a arrangé les choses entre la douane et les opérateurs privés. Et puis maintenant, puisque vous avez une mission, c'est de collecter le maximum de ressources possibles pour faire vivre l'État. Alors, votre question me suggère deux interventions, deux axes d'intervention. Le premier, c'est que les 131 contrôles n'étaient pas des contrôles douaniers exclusivement. Ah, très bien. C'était des contrôles multiformes de tous les services. Et donc, au niveau du Cameroun, la plus haute autorité a pris des initiatives pour qu'il y ait des concertations sur l'ensemble des services, police, gendarmerie, douane, collectivités territoriales décentralisées, pour rationaliser le nombre de contrôles. Et la deuxième chose, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, et mon collègue du Gabon a essayé d'apporter un élément de réponse, le secteur privé a pesé une taxation à peser, est-ce que la mission de collecte des recettes va toujours tenir? Ma réponse est oui. Oui, parce qu'il y a un mot, et qui était d'ailleurs au centre des échanges d'ici, l'élargissement de l'assiette. L'assiette fiscale. Le patronat ne se plaint pas de la pression fiscale. Le président Tawamba l'a dit. La pression fiscale dans un pays comme le Cameroun se situe autour de 13%, dans un ratio qui devrait aller autour de 15 ou peut-être même un peu plus. Elle est à combien au Gabon? On est dans les mêmes proportions. 13%. Sinon un peu moins. Très bien. Donc le FMI nous reproche même, d'ailleurs, le ministre des Finances le dit souvent, que nous sommes en sous-évaluation au Cameroun. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes qui payent. Et donc l'idée est qu'on élargisse l'assiette fiscale de telle sorte que tout le monde paye en fonction des capacités contributives. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la Constitution du Cameroun, par exemple. C'est dans ce sens, vous allez permettre que je vous prenne un exemple. Je ne peux prendre l'exemple que de là où je connais. En matière douanière, par exemple, en matière de fiscalité de porte, nous avons remarqué que beaucoup de gens qui détiennent des téléphones ne payent pas le droit de douane sur le téléphone. Alors, vous imaginez bien que dans un pays comme le Cameroun, nous avons environ 5 millions de téléphones qui entrent chaque année. Mais il y a à peine une centaine ou 200 personnes qui payent. Et du coup, la charge fiscale pèse davantage sur le millier qui payent au détriment de tout le monde. Et donc l'idée, qui est d'ailleurs en train de se matérialiser, celle de la collecte par voie électronique des droits et des taxes de douane sur les téléphones importés, est que chacun paye un peu. Au lieu que vous payez 100 000 francs sur un téléphone, vous allez vous retrouver à payer 2 000 francs, peut-être 5 000 francs, mais le problème, c'est que votre voisin aussi va payer 2 000 francs ou 5 000 francs. Tout le monde va payer. Et bon, en répartissant la charge fiscale de cette manière, ce qu'on appelle l'élargissement de l'assiette fiscale, elle sera moins pesante sur les entreprises et arrangera tout le monde, bien sûr, sauf ceux qui ne sont pas de bonne foi. Oui. Je voudrais peut-être poursuivre également de mon intervention pour dire que en fait, l'administration fiscale fait des efforts pour mettre un environnement propice à l'éclosion ou à l'évolution des entreprises. Mais il faut peut-être, c'est l'occasion certainement aussi de rappeler aux opérateurs donc économiques en disant que la fiscalité ne peut pas être une raison qui devrait pouvoir donner vie à l'entreprise. Pour un entrepreneur ou un investisseur, il y a un ensemble d'éléments qui doivent permettre de sécuriser et de faire vivre son entreprise. Il y a d'abord la question de la stabilité juridique et politique de nos États. Ça, c'est d'abord un des critères. Un autre critère, c'est les infrastructures. Est-ce que nos États ont des infrastructures adéquates qui permettent, j'ai envie de dire, l'incitation en investissement? Donc, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs dans le temps
prenait la pression fiscale comme étant une raison ou une cause de mortalité de l'entrepreneuriat. Mais on a pu démontrer à l'occasion de ces travaux que la pression fiscale est totalement relative et ne peut même pas figurer parmi les 5 ou les 10 raisons qui amèneraient des entreprises à mourir. À mourir après 3 ou 5 ans. Je prends le cas du Gabon, par exemple. Un ensemble de dispositifs a été mis en place, notamment des textes à caractère législatif et réglementaire, ont été mis en place pour la promotion des PME qui accordent des vacances fiscales aux nouvelles entreprises. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que 2 ans, 3 ans après la création d'une entreprise, elle meurt? Mais il faut aussi peut-être relever, et ça on a pu échanger avec les opérateurs économiques, il y a des créations d'entreprises par opportunisme, simplement. C'est-à-dire on a l'occasion d'avoir un marché, on crée l'entreprise ne vit que le temps de l'exécution du marché, et après c'est terminé. Après elle meurt. Donc la culture entrepreneuriale n'est pas aussi encore très 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 forte dans notre environnement, et on souhaite que nous puissions nous approprier de cette culture-là, afin de voir effectivement que les entreprises peuvent exister, peuvent se développer, peuvent s'épanouir dans notre environnement. Est-ce que pour le cas du Cameroun, quand vous échangez avec le partenaire, vous avez parlé tout à l'heure de ce rapport présenté par le président Tawamba sur ces entreprises qui meurent après 2 ou 3 ans, vous avez trouvé des esquisses de solutions? Des esquisses de solutions, on a essayé de proposer. La commission a proposé, par le Cameroun, la CEMAC a proposé, effectivement, comme le disait le collègue, le diagnostic qui est fait montre à suffisance que le seul élément de décès des entreprises n'est pas la fiscalité. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'il faut mettre à contribution. Il a parlé peut-être de la stabilité politique, je parlerai de la justice, mais des éléments qui peuvent nous permettre d'être efficaces puisque nous sommes dans le domaine économique. Oui. C'est celui de la citoyenneté des entreprises. Très bien. C'est-à-dire, on ne crée pas une entreprise par rapport à un avantage fiscal. Non. L'analyse fiscale n'est pas la principale raison de création d'une entreprise. Sinon, toutes les entreprises iraient s'installer dans les paradis fiscaux uniquement. Donc, l'analyse fiscale vient en appui. Et je vous ai indiqué tout à l'heure que dans le cas du Cameroun, pendant les 5 premières années de mise en place d'une entreprise, la fiscalité est presque à taux nul, qu'elle soit de porte ou interne. Alors, si les entreprises, malgré tout ça, meurent au bout de 2 ans, ça veut dire qu'il y a une autre cause de mortalité. Et c'est cette cause-là qu'il va falloir examiner en profondeur. Et là, malheureusement, il n'y a pas que l'administration pour le faire. Je pense que le secteur privé aussi devrait se regarder dans le miroir et voir quels sont les véritables problèmes. Tout à l'heure, si vous permettez que je chute par là. Mon collègue a parlé de l'opportunisme. Voyez-vous, la plupart de nos États, et je pense que ça c'est aussi le rôle de la commission, de la CEMAC, la plupart de nos États ont mis isolement des mesures d'incitation à l'investissement. Et l'opportunisme de certaines entreprises voudrait que je m'installe au Gabon parce qu'il y a 3 années de franchise. Au bout de ces 3 années, je ferme boutique, je m'installe ailleurs, au Cameroun, parce qu'il y a 5 années de franchise. Au bout de 5 années, je m'installe au Tchad pour bénéficier. J'aurais exercé en Afrique centrale pendant une quinzaine d'années sans jamais payer la fiscalité, mais j'aurais en même temps grossi le pourcentage de décès d'entreprises au bout d'un certain temps qu'on va finalement attribuer à l'État. Ah, très bien. C'est formidable, ça. Alors, nous parlons des éléments qui doivent rassurer le secteur privé sur son fonctionnement et une meilleure intégration dans la sous-région. Avec nous, le commissaire en charge du marché commun, la commission de la CEMAC, Paul-Olivier Libi, qui nous vient de la direction générale des douanes du Cameroun, et Jacques Brice Libi-Zangono, de la direction générale des impôts du Gabon. Nous parlons donc maintenant des enjeux de la réunion de Douala, présentée par Augustin Guizana, qui a suivi les travaux pour nous. Des échanges francs, des débats sincères entre secteur privé et administration fiscalo-douanière de la sous-région Afrique centrale. C'est ainsi que les participants qualifient les travaux de Douala. Tous les sujets ont été abordés, des recommandations formulées. D'abord, le financement des économies et les opportunités offertes au secteur privé. C'est surtout au niveau de certains avantages sur la réduction de certains impôts et taxes, sur la manière à revoir certaines lois pour vraiment faciliter justement le secteur privé. S'agissant de la stratégie régionale d'import-substitution des produits du cru de la CEMAC, l'amélioration du climat des affaires a été l'un des points d'achoppement. Si on ne peut pas amener les marchandises de la Guinée jusqu'au Cameroun, même de Kalila en Guinée là,
Si on trouve les barrières, ça veut dire que ça va amener les inflations dans les produits. Donc ça veut dire que si on arrive à éliminer tous les barrières là, donc ça va avantager la population et les opérateurs économiques aussi. Les participants aux travaux de Douala n'ont pas manqué de faire des recommandations générales. Parmi celles-ci, la nécessité d'associer davantage les transporteurs réunis au sein du Bureau de la mobilité en zone CEMAC dans l'élaboration et la révision des textes relatifs à leur secteur d'activité. Il s'agirait du transport multimodal. Lorsque les cargaisons arrivent, nous connaîtrons désormais la quantité de cargaisons qui seront réparties par secteur, à savoir le BNF qui est le Tchad, et il y a le BAC qui est la République centrafricaine et le BGFT qui est le Cameroun. Et chacun avec sa quantité. Maintenant, c'est nous qui fournissons désormais les camions pour pouvoir transporter. S'il arrive qu'on nous dise que N'Djamena a 500 cargaisons, nous aurons la facilité de mettre à leur disposition les 500 matériels roulants pour pouvoir y transporter. Et maintenant, nous avons également des dispositions de sécurité et de contrôle. Et par conséquent, ce système que nous sommes en train d'apporter pour harmoniser le secteur du transport permettra en sorte qu'il y ait non seulement la fusion, mais une fluvialité. C'est-à-dire, quand vous partez de N'Djamena pour le Cameroun, nous avons le contrôle. S'il y a les marchandises à porter, vous transporterez pour arriver au Cameroun. Il n'y aura plus des exactions que les chauffeurs en avaient l'habitude de faire. À la clôture des travaux, le président de la commission CEMAC, Balthazar Ngonga Edjo, a annoncé que la commission a institutionnalisé désormais la réunion entre le secteur privé, les administrations fiscalo-douanières de la sous-région. Bien, merci beaucoup Augustin Gizana. Vous êtes le chef du service politique et économie à CRTV Littoral et c'est vous qui avez suivi ces travaux pour nous à Douala. Monsieur le commissaire en charge des questions du marché commun veut dire un peu intégration et on sait que l'intégration en Afrique centrale, elle est encore absolument marginale. Je crois moins de 3%, vous confirmez? Est-ce que ça évolue un peu? Ça, c'est des statistiques qui datent de... Relativisons, s'il vous plaît. Là, vous parlez plutôt du taux du commerce intracommunautaire. Très bien. Qui, effectivement, aussi, on va dire, entre 3 et 4%. 3 et 4%. Voilà. Ouais. Maintenant, pour ce qui est de l'intégration, oui, elle intègre d'autres facteurs. Et je ne pense pas que nous puissions dire qu'elle soit véritablement marginale parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a eu des avancées réelles au niveau de la CEMAC qui permettent donc de dire que nous sommes quand même assez avancés. Allons donc sur la question qui vous intéresse particulièrement, les échanges intracommunautaires et qui doivent donc donner un peu du contenu au marché commun dont vous avez la charge. Quelles sont les solutions que vous apportez à partir de ces réunions, comme celle de Douala, pour pousser davantage? Déjà, pour qu'on puisse parler d'un marché commun, il est important que nos pays échangent suffisamment entre eux des marchandises. Et je crains qu'aujourd'hui, nous sommes très dépendants donc d'une importation de marchandises, y compris alimentaires, qui viennent d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la commission de la CEMAC appuie fortement la mise en œuvre de la stratégie d'import-substitution des produits du cru que vous connaissez bien. Oui. Il ne peut y avoir une intégration et un développement de notre commerce intracommunautaire de manière forte que si déjà les producteurs de chaque pays produisent, je dirais, suffisamment, autant pour leur propre marché que pour le marché des autres pays, avant, et cela est important aussi, de pouvoir se projeter demain dans la ZLECAf, voire d'attaquer les d'autres marchés internationaux, notamment dans le cadre de l'AGOA. Donc, cela nécessite un plus grand, on va dire, professionnalisme, de pouvoir avoir de manière des entreprises qui soient de taille conséquente ou du moins qui aient des productions assez importantes mais qui puissent aussi disposer donc d'un label CEMAC et d'une certification qui leur permettrait par la suite donc de se retrouver partout.
Donc, par rapport aux entreprises, nous en parlions largement tout à l'heure, je crois que vous et moi, nous avons les métiers qui sont les nôtres parce que nous ne sommes pas certainement doués pour faire des affaires. Oui. Pour taquiner certains de mes amis, je dis souvent que quand je serai grand, je rêve de devenir un homme d'affaires. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, je n'ai probablement pas toutes les aptitudes pour pouvoir gérer des affaires. Vous allez devenir un homme d'affaires dans un environnement qui est toujours un peu comme ça, où on a peur des impôts, où on a peur d'une... Mais il est important aussi que les hommes d'affaires, c'est d'abord des preneurs de risques. Oui. Et je pense que quand on est un homme d'affaires et qu'on n'est pas prêt à prendre les risques, on n'en est pas. C'est peut-être pour ça que vous et moi, nous sommes heureux d'être aujourd'hui pris en charge. C'est beaucoup plus simple. Bien entendu, les préoccupations qui ont été évoquées tout à l'heure, les questions d'opportunisme sont réelles, mais je crois aussi qu'il y a peut-être manque de vision assez large, parfois, de certaines entreprises qui se contentent de secteurs assez simples et limités. Pourtant, au niveau de la commission de la CEMAC, dans le cadre de l'édification de ce marché commun que vous évoquiez tout à l'heure, la réglementation existe. Les agréments permettent aujourd'hui pour un certain nombre de professions de pouvoir librement exercer dans la CEMAC. Il y a la liberté d'établissement aussi qui est permise à des professions comme les avocats, comme les infirmières, comme les architectes. Donc vous voyez, ces dispositifs réglementaires existent, mais très très peu de nos concitoyens communautaires ne les exploitent véritablement. Peut-être aussi parce que la taille du marché où ils sont implantés leur donne déjà satisfaction. Et il n'y a peut-être pas cette vision de projection beaucoup plus large déjà sur le marché sous-régional. Alors, je vais revenir à votre tout à l'heure. Parlons de production. Vous l'avez évoqué pendant un moment dans votre intervention. Pour qui est donc cette production massive-là? Est-ce que, avec les administrations fiscalo-douanières, on peut contribuer à fabriquer des champions nationaux dans la sous-région pour donc arriver à cette portée de grande production-là? Oui, il y a des politiques qui sont mises en œuvre ou bien mises en place pour le développement de certains secteurs. Et je pense que parce que là, si il faut on identifier regarde, oui, absolument. Il y a des secteurs qui restent encore, j'ai envie de dire, pratiquement vierges, qui nécessitent justement qu'il y ait des investisseurs. Par exemple, le tourisme. Le tourisme est un secteur qui peut rapporter. On voit le cas en Afrique australe, où le tourisme est une véritable source de revenus. Et pour ne parler que de notre région, on a les opportunités qui peuvent mettre en valeur ce secteur d'activité. On est dans une zone où il y a le bois. On est dans une zone où, pour certains pays, il y a des matières premières. Donc oui, un ensemble de politiques sont mises en place, pour ne parler que du cas du Gabon, où il y a une défiscalité sectorielle qui sont mises en place pour booster ces secteurs-là, pour encourager les gens à aller vers les différents secteurs. C'est le cas au Cameroun aussi, avec les secteurs porteurs, avec un certain nombre d'incitations fiscalo-douanières pour porter les champions. Oui, c'est le cas au Cameroun. Dans la perspective d'une grosse production. Oui, c'est le cas au Cameroun également, mais peut-être que je vais me situer au niveau de la CEMAC dans la continuité de mes deux prédécesseurs pour indiquer que nous sommes... Peut-être que la CEMAC n'est pas seulement en train de fabriquer des champions nationaux, mais des champions régionaux. Nous avons tenu, en tout cas au cours des 2 dernières années, 2 sessions de validation des agréments à la libre circulation CEMAC. Il y en a eu une en 2022 et une déjà en 2023, en tout cas auquel moi j'ai assisté personnellement. Et je pense qu'au cours de ces 2 réunions, nous avons validé environ quelque chose comme 400 produits. Environ 80, peut-être je me trompe un peu, 80 entreprises dans la sous-région, dans les domaines aussi divers que la cosmétique en Guinée équatoriale, l'agroalimentaire au Gabon, au Cameroun, les produits, les matériaux de construction, ainsi de suite.
ça signifie quand même un engouement des entreprises, de montée des entreprises. La commission d'agrément, c'est quoi? Ce sont les entreprises qui vous disent que nous produisons telle chose en Centrafrique, depuis la Centrafrique, et nous souhaitons que ce produit puisse circuler librement. Ici, jusqu'en 2020, ces réunions se tenaient à intervalle de 5 ans, 6 ans. D'après le rapport que j'ai suivi en 2022, il y avait pratiquement 2 pays qui présentaient les sociétés, le Cameroun, parfois le Congo. Aujourd'hui, nous avons pratiquement tous les pays d'Afrique centrale, de la CEMAC, qui présentent des entreprises et des produits qui sont divers. Ça veut dire que les politiques sont en train de porter et l'engouement aussi monte. Très bien. Alors, monsieur le commissaire, quelles sont les solutions auxquelles vous êtes parvenu au terme de la réunion de Douala pour ce marché commun dont vous rêvez, dont nous rêvons, nous autres, populations de la CEMAC, hommes d'affaires de la CEMAC? Je reprendrai peut-être le mot du directeur, mais juste pour dire que nous nous réjouissons véritablement de la tenue donc, de cette nouvelle rencontre et dans la continuité de celle de l'année dernière et de celle qui s'est tenue cette année et que nous venons d'achever, nous avons pris l'engagement donc de l'institutionnaliser. Et nous espérons que même au terme de notre mandat, que cela pourra se poursuivre. Parce que ce que nous constatons, c'est que au-delà donc des simples griefs qui peuvent être celui du secteur privé, cette rencontre permet vraiment d'échanger justement sur ces problématiques des champions nationaux, sur ces problématiques de compétitivité de nos entreprises, d'amélioration du climat des affaires, de projection également en termes de perspective sur ce qui devrait pouvoir être amélioré. Nous parlions tout à l'heure de la CEDEC, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais lors de nos exposés, nous avons eu le plaisir donc de pouvoir suivre également les associations des organismes de placement de valeurs mobilières. Nous étions très agréablement surpris de voir que même sur ces questions spécifiques de développement du marché financier, aujourd'hui, nous avons dans notre sous-région donc des organismes qui peuvent aider les entreprises à lever des ressources. Nous, au niveau de la commission de la CEMAC, le représentant de la douane camerounaise le relevait tout à l'heure, nous avons déjà délivré aujourd'hui plus de 1082 certificats d'origine aux produits agréés CEMAC. La dernière réunion du comité de l'origine qui s'est tenue en début d'année a permis donc de donner 122 certificats à des entreprises qui opèrent dans des secteurs divers. C'est le cas par exemple de la viande tchadienne qui est aujourd'hui labellisée, qui dispose d'un certificat d'origine. C'est le cas aussi des peintures, c'est le cas de certains autres produits. Et nous invitons très fortement tous les opérateurs économiques de la sous-région, non pas simplement à continuer à produire dans la logique qui a peut-être été la même depuis des années, mais de se projeter justement en pouvant obtenir un certificat d'origine pour pouvoir se projeter. Je finis très vite là-dessus, si vous me le permettez. Il y a la question du financement des entreprises. Et nous nous réjouissons aussi qu'à travers la participation active des établissements de crédit de toute la CEMAC, nous avons pu échanger avec les banques, avec la BDEAC, avec la BEAC, avec la COSUMAF, pour que le secteur privé puisse exprimer justement directement à ces acteurs-là pour que les guichets soient davantage ouverts. Qu'ils soient davantage ouverts et que des facilités puissent être accordées pour qu'elles puissent grandir. D'accord. On finit par cette question. Vous avez dit tout à l'heure un taux d'interpénétration commerciale de 3 à 4%. Vous souhaitez l'exprimer à combien d'ici à la fin de votre mandat? C'est une question piège. C'est une question piège à laquelle je n'oserais pas répondre de manière péremptoire. Mais nous souhaitons. De manière imagée, je vous dirais que nous souhaitons que le poisson que nous trouvons au niveau du Gabon, au niveau du Congo, on m'avait dit au Congo un jour que les poissons meurent de vieillesse parce que personne ne les pêche. Que ces poissons qui meurent de vieillesse, là, que des pêcheurs camerounais ou tchadiens puissent aller les pêcher. Ils circulent dans la sous-région. Que cela puisse circuler. Que la viande du Tchad, mon pays,
puisse être commercialisé davantage sur les tables équato-guinéennes et gabonaises. Centrafricaines, je pense que ça ne pose pas de problème à ce jour, mais que cela puisse se retrouver à la place donc de la viande qui vient d'Argentine ou du Brésil. C'est comme ça que je préfère répondre en disant que d'ici la fin de notre mandat, nous espérons donc pouvoir constater que, en fonction de leurs avantages comparatifs, que chaque pays puisse mettre à la disposition des autres les produits, que ce soit dans le domaine alimentaire ou dans d'autres domaines, les produits qu'ils valorisent. Alors, monsieur le commissaire, on termine par vous en disant merci à la douane camerounaise, aux impôts du Gabon. On termine par vous. 45 secondes, vous vous adressez à ce secteur privé que vous voulez s'exprimer dans la sous-région. Regardez cette caméra. Mesdames, messieurs du patronat, merci pour l'intérêt que vous accordez à ces échanges que nous organisons avec vous depuis l'année dernière et qui procèdent justement du renforcement du dialogue avec le secteur privé. Sachez que autant les États, les administrations, la Commission et vous-même sommes tous embarqués dans le même bateau, celui donc de l'édification d'un meilleur marché commun, celui d'une intégration économique sous-régionale où nous pourrons parler de meilleure croissance, d'une meilleure lutte contre la pauvreté et de création d'emplois pour les femmes et pour les jeunes. Merci. Mettre le secteur privé au centre du jeu économique dans la sous-région, c'est le credo de la Commission, en tout cas actuelle, le gouvernement de la CEMAC. Et nous avons parlé dans cette édition de Paris l'économie donc des enjeux donc de cette question, la promotion du secteur privé en sous-région à la faveur de cette réunion organisée par la commission de la CEMAC à Douala. Merci à tous d'être venus. Monsieur Ngabo Seli Mbogo, commissaire en charge du marché commun à la commission de la CEMAC. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à Paul-Olivier Liby de la direction générale des douanes camerounaises. Merci. Merci Olivier. Jacques-Brice Liby Zangono de la direction générale des impôts du Gabon. Merci. Merci monsieur Olivier, c'était un plaisir. Et bon retour dans vos pays. Merci. Merci à Alilou Aboubakar de la communication de la commission de la CEMAC qui nous a facilité les choses pour vous avoir. Merci à la commission de la CEMAC. Merci à nos équipes rédactionnelles et techniques conduites par Mireille Medoa. Et merci à vous qui avez pris la peine de regarder cette édition. Retrouvons-nous dans 2 semaines sur la CRTV. Bonsoir.